Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Land Cruiser Prado. Vous pouvez également y lire l'histoire de l'apparition et de l'amélioration du modèle Fortuner, le SUV, développé en 2004 par la division thaïlandaise de Toyota, a connu un grand succès et sa production a ensuite été lancée au Venezuela, en Colombie, en Argentine, en Inde et en Égypte. Mais nous nous intéressons à la deuxième génération du Fortuner, qui a été présenté pour la première fois le 16 juillet 2015, et simultanément en Australie et en Thaïlande. La voiture portant le code d'usine AN160 a été construite sur la même plateforme IMV que le pick-up Hilux de 8e génération, dont elle héritait du châssis, d'une partie des panneaux de carrosserie, de la gamme de moteurs et des trains roulants, à l'exception de la suspension de l'essieu arrière, où, au lieu de ressorts à lame semi-elliptique, on trouve des ressorts et des bras longitudinaux. La Malaisie, l'Afrique du Sud, le Vietnam et le Pakistan ont été ajoutés à la liste des pays où l'assemblage du Fortuner a été organisé. Enfin, en 2017, la décision finale a été prise d'introduire le Fortuner sur le marché russe. Toyota Fortuner 2005 à 15. Il est difficile de dire comment les choses vont évoluer, mais jusqu'à présent, en Russie, il est tout à fait possible d'acheter à la fois un nouveau Fortuner en berline et de récupérer quelque chose sur le marché secondaire. Mais le jeu en vaut-il la chandelle? Le Fortuner est une voiture assez particulière et, pour éviter toute déception, il est utile de lire ce que ses propriétaires écrivent sur ce modèle. En effet, le prix du Toyota Fortuner fait l'objet de discussions et de nombreuses condamnations assez animées de la part de ses propriétaires. Tout d'abord, ils sont scandalisés par l'ensemble des avantages de la vie qu'offre cette voiture pas si bon marche, mon avis. La voiture ne vaut pas cet argent, ils ont économisé sur tout, du bruit et de la musique aux arrêts du capot. Le nouveau Fortuner est encore disponible dans les salles d'exposition pour un prix incroyable de 5 à 7 millions de roubles, mais les voitures kilométrées ne sont pas non plus bon marche. Pour les voitures de 5 ans ayant un kilométrage de 130 à 230 000 km et ne se trouvant pas dans les configurations les plus riches, il faut compter pas moins de 2,5 millions, et pour les voitures bien équipées ayant un kilométrage inférieur à 20 000 km, de 4,5 à 5,5 millions. Par conséquent, le prix peut devenir une raison de refuser d'acheter, même si les finances permettent en principe de le faire. J'ai envisagé de prendre le Fortuner pour la Dacia au lieu de l'UAZ 31512, mais j'ai fait un tour chez mon ami pendant une demi-heure. Et j'ai décidé par moi-même, je ferais mieux d'investir 200 000 € de plus dans mon UAZ et de le conduire 2 fois par an chez un bon garagiste pour l'entretien, 15 à 20 000 roubles par entretien, plutôt que de garder cette camelote pendant 2,5 millions d'euros. Cependant, il y a aussi ceux qui en trouvent dans le Fortuner un équilibre idéal entre le confort sur l'asphalte et les capacités tout terrain, vous direz, mais qu'est-ce que vous avez besoin d'un tel tambour vide pour un tel prix, et ces mots signifient que vous ne comprenez tout simplement pas pourquoi les gens achètent un vrai SUV à châssis, et même avec une transmission manuelle. Allez trouver un nouveau SUV à châssis avec une carrosserie de break pour ce prix-là. Il n'y a que des parquettes bourrées d'électronique ou de Chine. Fortuner sera acheté par des gens qui comprennent ce que sont la fiabilité, la praticité et la simplicité d'utilisation pendant de nombreuses années. Les auteurs des critiques définissent une partie importante des propriétaires comme suit, des personnes fiables d'âge moyen qui, à 35 ans, ont déjà voyagé en RAV4 et veulent quelque chose d'autre, bien sûr, plus grand, plus haut et, de préférence, avec un puissant moteur diesel masculin. En fait, la grande majorité des propriétaires évaluent très favorablement l'extérieur du Fortuner et considèrent le design comme un des principaux atouts du modèle. Le design est cool, ils ont dessiné une belle voiture, rien à dire, belle apparence, design sans prétention, écrivent-ils dans leurs commentaires. Et un très grand nombre d'acheteurs de cette voiture appartiennent manifestement à la catégorie que l'auteur de l'une des critiques a définie comme « je veux celle-ci ». Et le fait qu'en temps voulu, ils découvrent que la voiture ne coïncide pas tout à fait avec leurs représentations idéales, c'est, comme vous le comprenez, plus tard. Quoi qu'il en soit, le langage stylistique, baptise, Kinlook, a tout à fait plu aux acheteurs russes.
Il est clair que les gens sont tous différents et qu'ils perçoivent le design de manière très différente. Il y a aussi des commentaires du genre, un monstre de plus sur les routes a été ajouté, en particulier la vue latérale. Nissan souffre depuis longtemps d'un design aussi controverse, il est dommage que Toyota soit dans la même situation, un autre saut ennuyeux de Toyota. Le design est ringard, l'intérieur est vraiment bon marche. Comme vous pouvez le constater, les auteurs de ces commentaires ne font pas partie des propriétaires du Toyota Fortuner. L'intérieur du Toyota Fortuner est jugé très différemment par ses propriétaires. Certains stigmatisent férocement le plastique dur de la face avant, et en même temps, le volant recouvert de cuir bon marche et les mêmes sièges. Tout cela parce qu'une voiture de 4 à 6 millions d'euros doit être prestigieuse et haut de gamme, et que le plastique dur d'une berline ne correspond pas à cette représentation. Ce qui est tout à fait normal et naturel pour un tout-terrain utilitaire n'est pas très approprié pour une voiture qui est une voiture de prestige en raison de son prix. Certes, on peut s'attendre à ce que les propriétaires se rendent compte de la conformité du niveau d'équipement à la classe de la voiture, mais on peut aussi s'attendre à ce qu'ils s'y attachent. Et beaucoup laissent simplement cette question derrière un cadre. L'évaluation de l'ergonomie du poste de conduite est encore plus ambiguë. Quelqu'un est absolument satisfait de tout, il dit qu'il ne se fatigue pas pendant les longs trajets, que le siège est confortable. Et que l'emplacement des éléments de commande est bien pense. Mais il y a suffisamment de plaintes, le « Forch » n'est pas adapté aux longues distances où on se fatigue trop. Les sièges sont inconfortables et trop simples pour un tel prix, atterrissage très inconfortable. Avec ma taille de 185 et mon poids de plus de 120 kg, mes jambes sont à l'étroit, pour des courses plus ou moins importantes, j'ai dû améliorer le siège. D'une manière générale, certains trouvent l'intérieur de la voiture trop étroit, surtout dans la partie avant de l'habitacle, 131 cm on se croirait dans une VAZ7. Seul le tableau de bord fait l'objet d'un éloge sans équivoque, il est informatif et agréable à l'œil, il y a aussi un ordinateur. De bord, la commande au volant est devenue pratique, et même le volant rappelle quelque chose de BMW. Mais le système multimédia est estimé de manière plus qu'ambiguë. Non, l'acoustique elle-même est surtout louée, système acoustique très qualitatif, la première voiture où je n'ai pas mis d'amplificateur. Et où je n'ai pas changé de haut-parleur. Mais l'unité principale est surtout critiquée par les auteurs des critiques, un système multimédia misérable, au niveau des années 2000, le système multimédia est tout simplement une horreur. Il est sauvagement retardé et trop prépotopique, les formats AAC M4A ne sont pas reconnus, le son n'a pas le temps de passer en Bluetooth, il est à la traîne, il affiche des noms erronés de chansons qui ont déjà été jouées. Les propriétaires et le confort acoustique ne sont pas trop à plaindre, isolation phonique une vraie camelote, en voyageant. Dans la campagne, je suis une fois de plus convaincu que le bruit est mauvais. Un grand nombre de critiques sont formulées à propos du microclimat dans l'habitacle, le climatiseur ne fonctionne pas au soleil. J'ai dû mettre un ventilateur sur le compresseur, mais cela ne sert pas à grand-chose, encore un gros point négatif de cette voiture. L'hiver, en termes de confort. La voiture ne se réchauffe pas du tout, il n'y a pas de chauffage sur les sièges arrière, il est absent même au maximum. La communauté des propriétaires ne se plaint pas non plus du confort dans la partie arrière de la voiture, d'énormes erreurs de calcul en termes de confort, surtout à l'arrière, c'est très inconfortable à conduire, le canapé arrière est exigu, les jambes sont étroites, seule une personne de petite taille peut s'asseoir au milieu, la suspension est réglée de telle sorte que l'on peut sentir n'importe quel nid de poule à l'arrière. Mais il y a suffisamment d'espace pour les jambes des passagers de la deuxième rangée, car le canapé est réglable en longueur. À l'arrière, en général, lorsque les sièges coulissent vers l'avant ou vers l'arrière, il y a beaucoup d'espace pour les genoux, à ma taille, et si l'on tient compte du fait que l'on peut rabattre les dossiers du canapé arrière, il est possible de s'allonger. Mais la plupart des conversations portent sur la question de savoir si Fortuner a besoin ou non de la troisième rangée de sièges. Et dans quelle mesure elle est pratique. Dans de nombreux commentaires, les auteurs défendent le point de vue selon lequel cette troisième rangée n'est pas du tout nécessaire. Les sièges arrière, installés dans un compartiment à bagages, n'offrent aucun confort. De nombreuses personnes retirent immédiatement ces sièges pour cause d'inutilité. Il y a bien sûr des objections timides, les enfants aiment encore plus la troisième rangée que la deuxième, et toutes sortes de situations se produisent dans la vie. Mais il y a encore plus de sceptiques.
Les propriétaires sont également déçus que la présence d'une troisième rangée laisse des traces sur le volume et la disposition du coffre. Le coffre lui-même est un peu petit, en principe, on peut mettre autant de choses dans une berline normale que dans le Fortuné. Et l'absence de conteneurs spéciaux pour les petites choses est dérangeante, ce qui est mauvais, c'est qu'il n'y a pas de niche. Pour les petites choses dans le coffre, et pour les chasseurs et les pêcheurs, c'est important. Mais les gépistes, les pêcheurs et les chasseurs sont encore plus nombreux à être contrariés par le fait que si l'on rabat les deuxièmes et troisième rangées de sièges, on n'obtient pas un plancher plat, il est dommage que le salon ne se rabatte pas à plat, ce qui ne permet pas de s'installer confortablement dans la voiture pour dormir. Sinon, pour le tourisme, la voiture aurait quelques points en plus. Il est également impossible d'aménager une place pour dormir si la troisième rangée de sièges est démontée, les dossiers des sièges de la deuxième rangée forment une marche. Ce sont là, pour ainsi dire, les principales plaintes, mais il y en a aussi beaucoup d'autres, plus mineures. Les propriétaires se plaignent qu'en hiver, les portes ne s'ouvrent pas très bien et qu'il faut déployer des efforts considérables pour les ouvrir, que les boutons de chauffage des sièges sont mal placés, que ce chauffage n'a qu'un seul niveau de fonctionnement, qu'il n'y a pas d'arrêt de gaz sur le capot, que l'éclairage des boutons dans les portes est présent, mais pas sur tous les boutons. Le réglage des rétroviseurs latéraux est éclairé, et le bouton de fermeture d'une serrure ne l'est pas, oui, les touches de contrôle des lève-vitres n'ont qu'un seul éclairage, qui ne contrôle que la vitre du conducteur sur la porte de ce dernier. D'ailleurs, dans la majorité des cas, le mode de fonctionnement automatique d'un lève-vitre ne s'adresse qu'au conducteur. Là encore, il n'y a pas de régulateur de vitesse adaptatif, ni de système de maintien dans la voie. En un mot, quelle que soit la manière dont on la tourne, ce n'est pas la voiture la plus confortable, ni par rapport à ses camarades de classe, ni dans la gamme des SUV Toyota. Dans la grande majorité des critiques, leurs auteurs, énumérant les avantages du Toyota Fortuné, mentionnent obligatoirement l'équipement d'éclairage de la tête. En premier lieu, il s'agit bien sûr des ensembles équipes de phares à LED, les phares brillent très bien, avec les feux de route. Comme en plein jour, l'éclairage est très bon, les phares brillent clairement et loin. En revanche, pour les versions équipées d'un moteur à essence dans la configuration standard, tout n'est pas aussi simple. Sur les versions à essence, les phares habituels sont aveugles. Si nous choisissons la version à essence, nous devrions opter pour des phares entièrement à LED. Mais il y a une autre circonstance purement économique à prendre en considération, en ce qui concerne les phares à diode, lorsque j'ai lu combien un phare coûtait si l'ampoule brûlait, je n'ai plus voulu en avoir. Y a-t-il une différence entre le remplacement d'une ampoule pour 100 roubles et celui d'un phare pour 100 000 roubles? Et les halogènes brillent normalement. La visibilité du Fortuné ne souffre d'aucune contestation, car la position haute du commandant offre une excellente vue vers l'avant, ainsi qu'une excellente vue vers l'arrière, par-dessus les toits des voitures qui le précédent et les grands rétroviseurs latéraux. D'ailleurs, le palier présente un autre avantage, les voitures venant en sens inverse ne sont pas éblouies la nuit, même lorsque les feux de route sont allumés. La seule réserve concerne la formation de buée sur le pare-brise par temps froid, dans la zone des yeux du conducteur, le verre est très mal chauffe par le chauffage, et lors d'une chute de neige, il y a toujours de la buée et du givre. Les propriétaires expliquent cela par le fait que la voiture a été conçue en grande partie par la division thaïlandaise de Toyota. Et avant tout, pour des pays plus chauds. D'où tous les problèmes hivernaux. Et aussi dans l'époque j'y trouve le rétroviseur intérieur peu informatif lors des manœuvres. En forêt, la poupe est haute, la lunette arrière n'est pas trop grande et la caméra de recul est peu utile, quelques centaines de mètres sur un chemin de terre, et au lieu d'une image normale, on ne voit que des taches floues. Ce qui est étonnant, c'est que Toyota a construit un SUV qui, d'après ses propriétaires, a peur de l'herbe. En fait, il ne s'agit pas d'un véhicule qui n'a pas les capacités tout-terrain nécessaires pour passer à travers le plantain sec, l'herbe et le millepertuis. C'est juste que de très nombreux commentaires en relèvent la faiblesse de la peinture, tout à fait inappropriée dans le cas d'une voiture conçue également pour rouler hors du bitume. Les couleurs sont très délicates, la laque serait même sur l'herbe haute. Je ne parle pas du tout des buissons et des branches. En bref, comme l'a écrit l'un des propriétaires, un SUV avec une telle peinture, ce n'est pas sérieux. À chaque fois, je me demande si je dois l'utiliser pour l'usage auquel il est destiné ou le mettre sur l'étagère. De nombreuses plaintes ont également été formulées quant à la qualité du plastique, tant pour les accessoires extérieurs que pour les panneaux intérieurs,
plastique très bon marche, littéralement, après quelques mois d'utilisation, beaucoup de rayures à certains endroits, les couvercles en plastique des passages de roues n'ont fait qu'aggraver la situation. On a l'impression que le plastique est encore plus délicat que la peinture, qu'il errait jusqu'à l'os. Certains joints ne correspondent pas très bien aux conditions d'utilisation en tout terrain, après 40 000 km, les caoutchoucs. D'étanchéité des portes, on commence à laisser échapper de l'air et, à grande vitesse, l'air de la rue pénétrer dans l'habitacle. J'ai roulé sur un chemin de terre pendant 20 km et j'ai eu l'impression de conduire un vieil UAZIC, tout l'habitacle était recouvert d'une couche de poussière très épaisse. Enfin, dans de nombreux commentaires, les auteurs notent l'épaisseur insuffisante du métal dans lequel la carrosserie est fabriquée. Métal mince de la carrosserie, se plie en appuyant avec un doigt, fer mince de la carrosserie, sur les bosses, on peut même voir comment le métal du capot oscille. En étudiant les commentaires sur Internet, il est facile de voir qu'il y a deux approches pour évaluer la suspension du Toyota Fortuner. Les auteurs de certains commentaires estiment que la suspension est rigide, instable et inconfortable, d'une part, et d'autre part, qu'elle ne contribue en rien au virage à grande vitesse en raison du roulis. Mais ces commentaires ont été rédigés par des personnes qui ont acheté le Fortuner sur la base du principe « j'en veux un », c'est à dire flat par l'apparence solide et l'image de la marque. Ceux des propriétaires qui ont compris pourquoi ils avaient besoin d'un cadre universel de tout-terrain, chantent unanimement des dithyrambiques à la suspension. La suspension permet de se sentir très à l'aise en ville, les fosses, bien sûr, ne sont pas terribles, on peut rouler en toute sécurité et ne pas avoir peur de devoir passer en carrossage de convergence ou d'embarquer un disque. Il est possible de prendre d'assaut les bordures et autres obstacles. Mais bien plus souvent, la suspension est louée par les propriétaires qui doivent régulièrement conduire hors de l'asphalte, suspension qui habitue à ne pas penser à la qualité d'un revêtement routier, sur l'asphalte casse, même sur les bords H, on ressent l'énorme capacité d'énergie d'une suspension. Sur le bitume casse, même sur les bords coupe, on ressent l'énorme capacité d'énergie de la suspension. Elle passe en douceur dans les fosses, rien ne se détachait dans le rack, et on a l'impression de sentir un gros coussin de caoutchouc entre toutes les parties de la suspension, écrit l'un de ses propriétaires. Mais il prévient ensuite, ne pensez pas que vous pourrez passer les nids de poules rapidement, l'arrière rebondit toujours, et encore plus sur les gros nids de poules, la voiture marche encore un peu, et dans un désordre, il lui faut du temps pour répondre au volant. Mais les propriétaires préviennent qu'il ne faut pas abuser de la vitesse, en conduisant sur l'asphalte, le côté gauche de la voiture saute sur un homme couche à 40 km/h, et l'arrière bouge, et je l'ai senti, alors qu'à 200 km au même endroit, je ne le sens pas du tout. En général, les plaintes concernant la lenteur des freins sont assez fréquentes dans les SUV Toyota. Mais ce n'est pas le cas du Fortuner. Sur ce point, les propriétaires sont unanimes, les freins fonctionnent comme sur une bonne voiture. La voiture a des freins impressionnants, une adhérence parfaite, tous les freins à disque, tous ventiles. Il suffit d'appuyer sur la pédale pour que la voiture réagisse. Le coût d'utilisation se compose de plusieurs éléments, le coût du carburant, l'entretien, les taxes, l'assurance et les réparations imprévues. Nous ne tiendrons pas compte de ce dernier point, je n'ai pas rencontré un seul commentaire dans lequel l'auteur raconte que sa voiture est tombée en panne, et qu'il a dû débourser beaucoup d'argent. Les tubes du deuxième circuit sont situés derrière l'arceau arrière droit, toutes les saletés y volent, et les tubes en aluminium pourrissent, mais la plupart du temps, la vie est simple, jusqu'à présent, il n'est pas tombé en panne, donc il est fiable. Les auteurs des critiques ne se plaignent pas non plus des coûts financiers directs, ni des taxes, ni des assurances. En effet, pourquoi se plaindre de la taxe qui, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, s'élève à 7 470 roubles par an pour un moteur à essence et à 8 850 roubles pour un moteur diesel? L'assurance est elle aussi tout à fait ordinaire, et l'attrait du Fortuner pour les voleurs de voitures est bien moindre que celui du même Prado. Mais les propriétaires évaluent très différemment le coût de l'entretien. L'un d'eux estime que l'entretien est étonnamment bon marche, à condition, bien sûr, de ne pas aller chez le concessionnaire, tous les 10 000 km, le TO est de 5 000 en moyenne. Depuis 2,5 ans, je n'ai même pas encore changé les plaquettes et, apparemment, je les changerai à 100 000. Mais la majorité des propriétaires préfèrent encore se rendre dans des centres techniques de marque, et là, le tableau est tout à fait différent, prix trop élevé pour un grand entretien, tous les 40 000 km, coûte environ 40 à 50 000 roubles, pour le dernier. Entretien de 80 000 km,
j'ai payé 42 500 roubles, intermédiaire, après 10 000 km, 16 à 19 000 roubles. D'autres auteurs de commentaires sont également d'accord avec ces chiffres, petits, 15 à 20 000, grands, 30 à 40 000, et c'est déjà sensible. Mais le principal poste de dépense dans l'utilisation régulière d'une voiture reste les frais de carburant, et plus le propriétaire utilise son « cheval de fer » de manière intensive et plus son appétit est grand, plus ses frais pèsent lourd dans la balance. Commençons par le moteur diesel 1 GD FTV qui, selon les lois de la nature, devrait être assez économique, ce que certains commentaires semblent confirmer, économie de carburant, itinéraire Pinza-Moscou-Pinza, consommation de 7,1 L 100 km, tout l'itinéraire. En régulateur de vitesse. Mais beaucoup de gens donnent des chiffres légèrement différents, la consommation de carburant, ville-campagne, n'est pas très heureuse. En hiver, avec le préchauffage, 13 litres mange exactement en conduite très calme, en été jusqu'à novembre 2012 litres, consommation. 10 à 11 litres en ville, et sur l'autoroute. En ce qui concerne l'appétit du fortuné à essence, les avis sont encore plus tranches. Dans certaines critiques, les auteurs parlent avec satisfaction d'une consommation moyenne de 12 à 12,5 litres 100 km, et il semble que ces chiffres soient crédibles mais seulement si les auteurs de ces critiques roulent beaucoup sur l'autoroute. Cependant, certains propriétaires parlent d'une consommation sur autoroute de 15 à 15,5 L 100 km, ce qui, combine au volume du réservoir de carburant, qui contient théoriquement 80 litres, mais en fait 65 à 67, conduit à une autonomie en carburant nettement insuffisante. Dans les conditions de la Russie, où les stations-service ne se rencontrent parfois qu'une fois tous les 200 km. Expérience personnelle d'un voyage le long de la route Rostov-Volgograd-Elista, sauter au moins une station-service peut vous laisser avec un réservoir vide au milieu d'une steppe quelconque. Mais les propriétaires évaluent la consommation en ville de manière tout à fait différente, consommation d'essence en ville en été, avec climatisation, 15 à 15,5 L 100 km, en hiver 16,8. Seule consolation, le moteur atmosphérique d'ETR fait de 2,7 litres digérés sans problème l'essence domestique 92 ND. Dans la conscience des automobilistes russes, la formule « les Toyota ne tombent pas en panne » est fermement ancrée. Tout ce qui est fait par la main de l'homme est voué à la casse. Mais le fait que Toyota fabrique réellement des voitures fiables et que le Fortuné peut être considéré comme l'un des modèles les plus fiables de la marque, principalement en raison de sa simplicité structurelle, ne mérite même pas d'être prouvé. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les propriétaires considèrent la fiabilité comme le principal avantage de cette voiture. Elle ne vous laissera pas tomber, elle n'a connu aucun problème pendant 85 000 km, je peux donc dire qu'elle est assez fiable. Fiabilité maximale, j'ai parcouru 90 000 km et je n'y pense à rien. En fait, il ne cite que les tubes du climatiseur parmi les points faibles caractéristiques, les tubes du climatiseur se sont avérés être un point faible. Après 2 hivers, il est nécessaire de changer un grand nombre d'entre eux. Il existe certainement d'autres points relativement faibles, mais s'ils apparaissent, c'est à un kilométrage beaucoup plus élevé. Naturellement, pour faire passer la fiabilité de « potentiel » à « réel », il faut faire quelques efforts, entretien une fois tous les 10 000 km, et tous les 40 000 km gros entretien. C'est la formule de la fiabilité. Les propriétaires expérimentés recommandent vivement un traitement anti-corrosion, les arches ne sont pas protégées, c'est du métal nu. Les arches ne sont pas protégées, le métal est nu. Et l'endroit où les bas de caisse sont fixes va pourrir, il faut donc avoir une longueur d'avance. C'est l'expression « UASIC japonais » qui contient le plus largement toutes les principales revendications des propriétaires du Toyota Fortuné, à la fois le manque de confort et les particularités du comportement sur l'asphalte. Alors, qu'est-ce que les propriétaires du Toyota Fortuné n'aiment pas? Tout d'abord, le manque de dynamisme, surtout dans le cas des versions essence, très faible accélération, il est tout simplement impossible de dépasser qui que ce soit sur des distances moyennes et courtes. La voiture rugit, mais n'avance pas, tout en consommant 15,5 litres d'essence en moyenne, si vous vous demandez si c'est de l'essence ou du diesel, prenez le diesel, si vous en avez l'occasion, il dépasse son homologue à essence comme un arbre debout. Avez-vous remarqué que l'accélération à 100 km/h pour le diesel est indiquée sur le site web de Toyota, mais pas pour l'essence? Justement, le chiffre réel sera d'environ 16 secondes, les 100 km/h du diesel étant de 12,5. Ce n'est pas une Ferrari, mais c'est quand même mieux.
En fait, la dynamique du Fortuné peut être améliorée de la manière la plus radicale. Un moteur diesel est généralement recharge, en supprimant la vanne GR et le filtre à particules. Les 230 forces reçues au lieu des 177 standards et le couple de 550 Nm au lieu de 450 sont impressionnants, mais le Fortuné ne durera pas longtemps après des débuts aussi réjouissants. Dans le cas d'un moteur à essence, vous pouvez essayer de trouver un kit turbo en Thaïlande, ajouter une pompe supplémentaire dans le système de refroidissement, un contrôleur de suralimentation, un thermostat de refroidissement, et le Fortuné sera un bolide de course sous 250 forces. Mais, selon les propriétaires, le budget de cet événement est tellement énorme que dans la plupart des cas, cela reste une théorie. Les propriétaires ne sont pas très satisfaits du comportement de la voiture à vitesse élevée, mauvaise tenue de route, la voiture déraper assez facilement, embardée directionnelle de la voiture à vitesse élevée, il faut parfois la rattraper. Mais dans des conditions difficiles, sur un chemin de campagne mouillé ou sur une route enneigée, tout va très bien, bien sûr, lorsque la transmission intégrale est activée. Je vais souvent au village, les routes ne sont pas nettoyées en hiver, il y a de la glace sous la neige. Avec la traction arrière, la voiture dérape si l'on tourne le volant et que l'on appuie sur l'accélérateur, mais si la traction intégrale est activée, elle roule comme sur des rails, la différence est très nette. En conséquence, les commentaires des propriétaires consacrent beaucoup de mots à la question de savoir à qui le Fortuné convient. Et à qui il ne convient pas vraiment. Si vous avez l'intention de conduire en ville, il ne vous conviendra certainement pas. La voiture n'est pas du tout conçue pour la ville, elle est trop inconfortable, mais elle est bien pour la campagne, c'est un Yazik japonais, vous savez, si quelqu'un veut une voiture pour de longs trajets sur des chemins de terre ou pour transporter une remorque. Sur de longues distances, le Fortuné est une excellente option. En bref, comme l'écrivent les propriétaires, vous devez comprendre ce que vous prenez. Il s'agit, pour le dire brièvement, d'un UAZ de luxe. En général, le public cible du Fortuné n'est pas très large. Il s'agit de ceux qui sont satisfaits de UAZ japonais, du véhicule passable bien fabriqué offrant des conditions optimales. Pour le confort des conducteurs, non capricieux. Ces propriétaires pardonneront à la voiture ses défauts, qui sont le prolongement direct de ses avantages, et se réjouiront de ces mêmes avantages, qui peuvent être considérés comme l'envers des défauts. Ceux qui ne sont pas satisfaits du format de UAZIC japonaise, écriront avec déception que la voiture n'est pas tout à fait comme je l'avais imaginé au début de son utilisation. Pourquoi les gens achètent-ils un SUV? Si l'on met de côté le facteur mode, c'est pour faire du tout-terrain. C'est la raison pour laquelle les propriétaires du Toyota Fortuné mentionnent nécessairement la praticabilité de ce véhicule dans la liste de ses avantages. En fait, je n'ai pas rencontré un seul commentaire dans lequel l'auteur considérait que le potentiel tout-terrain du Fortuné est insuffisant. Vous pouvez sentir à la fois la réserve de couple lors du franchissement d'obstacles et la réserve de capacité énergétique de la suspension. Sur le tout-terrain au niveau réduit, il se conduit comme un tank, la praticabilité est au-dessus de tous les éloges. J'ai vraiment pas là où je me suis accroché à une chèvre, de telles citations peuvent être trouvées presque dans chaque critique. Si, bien sûr, l'auteur utilise le Fortuné pour l'usage auquel il était destiné et quitte assez régulièrement les routes avec une surface dure. De toutes les évaluations de la carrossabilité de la voiture, celle-ci m'a semble la plus juste, un énorme avantage est la carrossabilité. Les pneus d'été sont des pneus AT standard, pour l'hiver les meilleurs sur le marché Michelin Chip. Dans la neige, elle roule comme un char d'assaut, il est presque irréel de s'enliser, ne serait-ce qu'en s'enlisant sur le site. Sur la boue, c'est un peu pire, il dépend beaucoup de la gomme, mais il roule aussi comme un tank, même sur l'essence. Il est effrayant. En termes de potentiel de franchissement, on ne sait pas très bien jusqu'où on peut aller, mais il va et il va. Il faut être plus prudent, sinon il sera difficile de retrouver le tracteur plus tard. Il suffit de se souvenir de deux vieilles maximes de Jeeper. La première dit que si tu ne penses pas que tu vas trop lentement, c'est que tu vas trop vite. La seconde dit que plus le tout-terrain est difficile, plus il faut courir loin pour retrouver le tracteur proverbial. Et n'oubliez pas que les crochets de remorquage du Fortuné sont fixes au châssis et se trouvent sous les pare-chocs, de sorte que, premièrement, vous pouvez facilement endommager ces mêmes pare-chocs pendant les travaux d'évacuation, et ils coûtent très cher. Et deuxièmement, pour fixer le câble de remorquage, vous devrez littéralement vous frapper le visage dans la boue. Le conducteur du tracteur ne le fera pas pour vous. En conclusion,
le Toyota Fortuner 2 présente des atouts indéniables, tels que sa robustesse, son confort et ses performances sur route. Cependant, il est également important de considérer certains inconvénients, comme son prix élevé et sa consommation de carburant. En pesant soigneusement ces 5 raisons, vous serez mieux équipé pour prendre une décision éclairée. Que vous choisissiez d'acheter ou non ce véhicule, l'essentiel est de trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre style de vie. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres analyses automobiles.